Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Benassi-Kéré. Bonjour Agnès. Bonjour Raphaël. Sous-gouverneur de la Banque de France. À vos côtés, Philippe Nutrici. Bonjour Philippe. Bonjour Raphaël. Directeur des études de BPI France. Et Roland Gillet. Bonjour Roland. Professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'Université libre de Bruxelles et conseiller auprès de différentes autorités publiques et privées. La France vient de perdre son titre de championne d'Europe des prélèvements obligatoires. Alors que, ce qui semble plutôt étonnant, puisqu'on entend parler de hausse d'impôts matin, midi et soir depuis la rentrée en France. Mais bon, on le sait, on est à touche-touche. Roland Gillet, je me tourne vers vous. On est à touche-touche traditionnellement avec le Danemark dans ce classement. On en rit un peu. Mais ce que je voulais voir avec vous, c'était voir ce qui se passait en Belgique. La Belgique n'est pas loin, Roland. Nous sommes, selon Eurostat, à 45,3% du PIB de prélèvement obligatoire. La Belgique est juste derrière à 45,1%. Mais ce que je voulais voir, c'était un peu comment se passaient ces discussions budgétaires en Belgique et sur cette question de la fiscalité. Est-ce que c'est la même passion en Belgique qu'en France ? Mais d'abord, vous voyez, en tout cas, une chose, c'est qu'on peut être un petit pays ou un grand pays, on peut avoir les mêmes problèmes. Ah oui. Donc clairement, c'est pas une question. C'est donc un problème. Pardon ? C'est donc un problème, selon vous. C'est donc un problème, bien sûr, et c'est un très gros problème. La preuve que c'est un très gros problème, c'est que pour le moment, on a un gouvernement en place, et on a un gouvernement qui ne sait pas atterrir sur le budget alors qu'il est en place. Et ils se sont donné maintenant 3 jours pour essayer d'arriver à faire un effort de 10 milliards supplémentaires pour coller à des impératifs qui sont quand même dictés par l'Europe en 2030. Oui. Et pour le moment, il n'y a évidemment que 2 voies. Quand on vit au-dessus de ses moyens, c'est de diminuer les dépenses. Mais voilà, ça met des gens dans la rue. Très il y a des grèves très dures pour le moment en Belgique. La rue parle et ça active évidemment des comportements qui sont anti-gouvernement parce que le gouvernement est, pour une fois, j'entends, c'est bien ou c'est mal, un gouvernement centre-droit, oui, très à droite en Flandre, tout aussi à droite pour une fois en Wallonie, c'est-à-dire que le Parti socialiste n'est pas au gouvernement. À Bruxelles, c'est compliqué, donc je ne vais pas venir cette situation-là parce qu'on va y rester trop longtemps. Mais si on prend les deux côtés, il y a un seul petit parti qui n'est plus du côté wallon francophone, c'est-à-dire les gens où on a généralement une politique plus à gauche, mais c'est au niveau de la Flandre. Et ce petit parti, puisque nous, on fonctionne dans un système non pas majoritaire, mais un système de coalition à la proportionnelle, il a beaucoup de poids parce qu'il était nécessaire pour avoir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, la Chambre chez nous des représentants. Et donc ce petit parti, pour le moment, met non pas des clous sur la route, mais des gros clous. Et donc les autres sont autour de la table pour essayer de trouver une solution qui ne soit pas des relèvements d'impôts, parce que beaucoup de partis étaient sur le volet, on est déjà super taxés, vous venez d'ailleurs de le rappeler. Et de l'autre côté, ce petit parti dit on ne touche plus aux dépenses sociales, où on y a déjà suffisamment fait d'efforts parce qu'ils ont proposé, et ça a été voté et est en application maintenant au niveau fédéral, c'est-à-dire des réductions au niveau des droits au niveau du chômage, au niveau de la durée du temps de chômage, où on était effectivement un pays large, comme vous l'êtes aussi en France. Et ben voilà, on en est là. Et le gouvernement, pour le moment, n'arrive pas à se dépêtrer de ce problème, et on ne trouve toujours pas les 10 milliards de façon récurrente et de façon surtout structurelle, ce que demande l'Europe. Et il y a 2 points pour le moment de bloquement, il y en a plus. Mais une idée est évidemment mettre ça sur l'épaule les plus larges, comme on dit, donc sur les gens les plus riches. Donc il y a une proposition de relever la TVA, le taux le plus élevé de 21%, 22%. Mais la partie droite wallonne bloque là-dessus en disant non, c'est un impôt supplémentaire et ça touche pas que les riches, puisqu'il y a des gens qui achètent évidemment des produits de luxe qui sont pas riches, et donc ça ne va pas. Et de l'autre côté, il y a d'autres projets sur la table qui est de doubler la taxe sur les comptes titres. Je vous fais en 2 mots la taxe sur les comptes titres. C'est une taxe sur le patrimoine, mais uniquement sur les actifs qui sont détenus pour compte des particuliers dans les banques. Elle est à 0,15%, c'est de la mettre à 0,30%. Mais donc c'est un prélèvement sur le capital, sur uniquement ce type de capital, et ça aussi sur les actions. Donc celui qui travaille, je sais que vous ne voyez pas où je veux en venir, mais donc ces idées-là sont là aussi chez nous, et il y a les mêmes problématiques. Mais pour le moment, le gouvernement de plein exercice que nous avons patauge sur le budget, qui est quand même le plus important. On a même parlé, si ça continuait, de revenir au 12e provisoire. Le 12e provisoire, vous savez ce que c'est. On l'a connu l'année dernière. Donc voilà. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans les mêmes problèmes, et on a, nous, la chance, c'est peut-être une malchance, me direz-vous, c'est que tout ce qui est dans la presse est à Bruxelles. Et tout ce qui est à Bruxelles est lu par la Commission européenne en direct. Donc c'est très difficile d'aller dire, on s'assoit. Et je dis juste une dernière chose, ne m'en veuillez pas, mais nous n'avons pas le poids de la France quand on dit on s'en fout de ce que Bruxelles nous demande. On est un petit pays, donc nous, on sait qu'on va nous taper dessus avec la Commission. Et qu'on va avoir difficile en tous les cas de dire la même chose que vous à certains moments.
Donc quand on se compare, on se console. Finalement, Philippe Murtici, on voit que la similarité quand même entre les deux pays est assez stupéfiante là. Oui, mais je pense qu'on tourne autour des mêmes sujets en France. Hein. Alors, on ne va pas généraliser à tous les pays européens, mais il y a au moins un point commun dans tous les pays européens, c'est la démographie, qui est inéluctable et qui fait que les systèmes mis en place, les systèmes de protection sociale, assez généreux, on peut le dire, dans tous les pays d'Europe, mis en place au moment où la croissance était élevée et la démographie était galopante, aujourd'hui se trouvent tous condamnés au même moment à réviser leur choix. Sur le taux de prélèvement obligatoire, c'est sûr qu'avoir perdu la première place et passer à la deuxième place, mais ce que vous n'avez pas dit, en fait, c'est que l'écart avec la moyenne est encore assez important. Donc, 5 points d'écart. 5 points d'écart avec la moyenne. Ouais. Le problème, il est là, d'une part, mais à la limite, là, peut-être au risque de vous étonner, c'est un choix de société. Donc le choix de société, c'est de se dire que, j'en ai déjà dit un mot d'ailleurs, la protection sociale en France est particulièrement développée. On a un des systèmes de retraite, contrairement à ce que pensent certains, qui est un des plus généreux au monde. En tout cas, si on le rapporte à la valeur ajoutée, c'est 14 points de PIB et c'est normalement plutôt 12 dans les 2 points de plus que la moyenne européenne. Voilà. Et puis on a un système d'assurance maladie aussi qui, même si pour certains il ne couvre pas tous les dépenses, c'est quand même assez rare, c'est une minorité. Dans la plupart des cas, toutes les dépenses sont couvertes. Bref, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les... Non, mais c'est bien de le rappeler. Ça, c'est un choix de société. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que c'est deux choses. C'est d'abord que ce choix de société, il va naturellement se traduire par des cotisations sociales élevées et donc un pouvoir d'achat qui est en apparence pour les salariés moins élevé qu'ailleurs. Et ce pouvoir d'achat, en fait, il est réel. Il est simplement, au lieu d'être pris en compte au niveau de son salaire privé et de ses dépenses privées, il est collectivisé, si je puis dire. Et ça, l'opinion a un peu tendance à l'oublier. Donc, on va avoir de plus en plus de revendications pour avoir plus de pouvoir d'achat, mais en oubliant le fait que l'essentiel part, en fait, dans ce que j'appelle le pouvoir d'achat collectivisé. Oui. Et puis, le deuxième point, qui est encore plus préoccupant, c'est sur la structure de ces prélèvements obligatoires. Et là, on dispose d'un certain nombre d'études qui montrent qu'on a tendance plutôt à les faire porter sur les entreprises. Et là, on peut prendre différents chiffres. Davantage que sur les ménages ? Davantage que sur les ménages et surtout davantage par rapport aux autres pays. Pas davantage que sur les ménages, mais par rapport aux autres pays, on les fait porter plus sur les entreprises. Alors, on va pèse évidemment sur la compétitivité. Ce qui va peser sur la compétitivité. Par exemple, juste pour prendre des études avec ces codes assez récentes, qui ont moins de 2 ans, les cotisations sociales sur l'industrie allemande, c'est 10 points de valeur ajoutée. En France, c'est 14. Voilà. Et si on prend le total, c'est-à-dire le total des prélèvements obligatoires qui pèsent sur la valeur ajoutée industrielle, on est à 27 points en France et on est à 17 points en Allemagne. Donc 10 points d'écart de prélèvement sur la valeur ajoutée. Alors, dans les ratios, je terminerai par là, il y a un numérateur, un dénominateur. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que la valeur ajoutée allemande, peut-être que les entreprises allemandes dégagent plus de valeur ajoutée chacune que les entreprises françaises, mais en même temps, c'est parce qu'elles sont plus compétitives. Et donc, au total, on a bien un problème de compétitivité qui est lié à cette structure de prélèvement obligatoire. Donc, c'est un peu moins le 45% qui va me choquer moi, plutôt sur le fait qu'il va porter trop sur les entreprises et pas assez sur les ménages. Alors, en même temps, c'est un discours, on en parle très très souvent autour de ce plateau des experts, le poids des impôts qui pèsent sur la compétitivité, qui pèsent sur la croissance. Je me tourne vers la macroéconomiste Agnès Benassi-Kéré. On a quand même enregistré 0,5% de croissance au 3e trimestre. C'est une excellente nouvelle. La France, c'est quand même la moitié de la croissance de la zone euro au 3e trimestre. Donc l'économie fonctionne, continue de tourner quand même. Où est-ce qu'on en est, docteur Benassi-Kéré ? Effectivement, on a une bonne surprise avec ces 0,5% de croissance, qui suivait aussi des trimestres qui n'étaient pas à 0, qui étaient 0,3. Donc effectivement, l'économie française s'avère résiliente. Il y a des facteurs conjoncturels, comme par exemple les exportations aéronautiques. La consommation continue à nous décevoir. Il y a probablement un peu d'attentisme sur à quelle sauce seront mangés les ménages. Et donc, je rebondis sur la question du pouvoir d'achat, parce que je suis tout à fait d'accord, presque entièrement d'accord avec Philippe, sur le fait qu'il y a un choix collectif en France d'avoir des services publics, donc dans ce qu'il appelle un pouvoir d'achat collectivisé, c'est ça ? D'ailleurs, l'INSEE a fait des travaux là-dessus très intéressants sur quel est l'état des inégalités, une fois qu'on prend en compte cette production de biens publics.
publics et de services publics. Il faut rappeler les chiffres, c'est important parce qu'on les oublie et je trouve que les Français n'en ont vraiment pas conscience. Les écarts de richesse, pas de capital, mais de richesse entre les 10% des Français les plus riches et les 10% les plus modestes sont ramenés d'un facteur de 1 à 22 de mémoire avant redistribution à un facteur de 1 à 3 quand on prend en compte les services publics. Alors les revenus, les écarts de revenus. Les écarts de revenus, on est bien d'accord. Pas de capitaux, pas de... Alors le point sur lequel j'étais, peut-être je voulais apporter une nuance par rapport à ce que disait Philippe, c'est sur les taxes sur les entreprises, les impôts sur les entreprises, prélèvements. Parce qu'en fait les entreprises, c'est une combinaison de travail et de capital. Et est-ce que ne comprennent pas toujours effectivement les ménages, c'est que quand on prélève les entreprises, à travers les entreprises, on va les prélever eux, soit avec moins d'emplois, soit avec moins de salaire. Et donc il y a effectivement une partie qui est payée par le capital, donc les propriétaires des entreprises, mais une partie qui est payée par les salariés, qui se trouvent être aussi des ménages à la fin. Oui. Et donc voilà, je pense que c'est cette transmission-là qui n'est pas forcément très bien comprise. On l'a vu sur... par exemple, le dossier des retraites, où, évidemment, on demande aux gens est-ce que vous voulez travailler plus ? Ils disent non, c'est normal. Donc mais on ne leur a pas dit. Donc, ils considéraient que prélever sur les entreprises, c'était pour eux maintenir leur pouvoir d'achat et leur retraite sans aucun coût. Et en fait, non. Ça obère la croissance des salaires. C'est pas immédiat, mais voilà. Donc, je pense que ça, c'est quand même un point qui est très important à avoir en tête. Vous avez ces et sur la Belgique, quand même, je voudrais rappeler que la Belgique... Faites attention à ce que vous allez dire. Attention, crise diplomatique sur le plateau. Attention. La Belgique a su redresser ses finances publiques en affichant, je crois que c'est dans les années 90 ou enfin tout 90, à fait, oui. 90, des excédents primaires année après année qui ont réussi à réduire la dette publique. Donc la Belgique a réussi à faire quelque chose que nous n'avons jamais réussi à faire. Vous nous rappelez le niveau de déficit de la Belgique ? On est au-delà de 110%. De déficit. De déficit. Oui. On est autour de, pour le moment, 3,5-4%. Ah oui. Ça dépendra de ce qu'on va mettre en place, évidemment. Oui. C'est pour ça que je vous dis, l'écart, j'entends des promesses, j'entends des choses, on va voir. Par contre, ce que je voulais quand même rappeler, et je rebondis sur ce que Philippe a dit avant, et ce qu'Agnès a répété, c'est sûr que si on a un modèle social, il faut avoir les moyens de sa politique. Or, ne pas dire aux gens qu'on s'endette toujours plus, parce qu'on a un déficit qui vient s'ajouter à l'endettement déjà existant, parce que ce qu'on fait sur le plan social n'est pas compensé par des moyens de l'autre côté, parce que c'est ça à un moment donné, à un moment donné, on risque qu'il y ait un autre élément qui pour lui fait très mal, parce que lui, pour le coup, et on peut l'expliquer par rapport à des investissements comme avec des dépenses, j'y viendrai dans une seconde, c'est le fait que le taux d'intérêt qui est appliqué, pour le moment, est relativement gentil par rapport aux états des finances publiques de pas mal de pays. Ce taux peut fluctuer pour différentes raisons et pas rien que pour l'inflation, notamment avec des primes de risque. Et là, alors on paye des intérêts. Vous savez, quand on dit aujourd'hui à quelqu'un, et je le prends là sur cet élément-là, parce que c'est un élément qui est sur la table pour le moment au niveau de l'Europe, dans tous les pays, c'est les dépenses militaires. Et j'essaye de dire à différents responsables politiques qui le savent, hein, bien entendu, ne dites pas à la population que ce char coûte 1000, il ne va jamais coûter 1000. Vous dites bien qu'on est obligé, quand on achète une voiture à crédit, celui qui vend la voiture, de dire emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Il y a des intérêts à régler. Votre char, il coûte 1000, et comme on va s'endetter à très très longtemps, il va peut-être au bout du compte, si on ne rembourse pas cette dépense affectée, puisqu'on ne le saura jamais, coûter 5000. Donc, le contribuable a besoin aussi de le savoir. Et donc, quand on a des déficits qui, au lieu de se résorber, c'est pour ça qu'il y a un pacte de stabilité qui a été d'ailleurs âprement négocié entre l'Allemagne et la France, on doit à un moment donné s'y tenir, sinon on n'a plus d'harmonie. Et donc, je dis, autant je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, il faut regarder aussi si on a les moyens de sa politique. Et je trouve qu'en Europe, c'est souvent ça. On a d'excellentes idées, et puis on peut mettre les moyens, mais ils viennent souvent par l'endettement. Et c'est un risque, évidemment. C'est aussi l'alarme que sonne la Cour des comptes dans un rapport publié aujourd'hui sur la sécurité sociale. La Cour parle d'une perte de contrôle de la trajectoire des finances publiques. Alors on dirait elle est dans son rôle, elle a beau tirer la sonnette d'alarme, on l'écoute pas forcément. Mais d'abord, vous souhaitiez réagir, donc peut-être une réaction à ce que vient de dire Roland, mais que nous dit la Cour des comptes ensuite ? C'était très rapide, et c'était le lien entre la Belgique et les 0,5 points de croissance en France, souligné par Agnès. Dans ces 0,5 points de croissance sous votre contrôle, il y a un petit redémarrage de l'investissement des entreprises.
C'est totalement contradictoire, pardon, hein, je m'arrête une seconde, avec ce qu'on entend depuis la rentrée, de dire le chaos politique c'est mon point. Va geler l'investissement et l'emploi. Et c'est justement le lien avec la Belgique. Alors, peut-être que BPI France, on peut s'attribuer une partie de ce résultat, vous allez voir pourquoi, je fais un petit clin d'œil. Nous passons notre temps à dire aux chefs d'entreprise, apprenons collectivement à vivre dans un pays où il y a plus de stabilité gouvernementale. Oui. Il faut que les chefs d'entreprise arrivent à décorréler, c'est pas facile, hein, surtout dans l'industrie, à décorréler les décisions majeures d'investissement qui s'imposent à elles de cette Quand on doit investir sur 10 politique. ou 15 ans et qu'on change les règles de la fiscalité chaque année, c'est compliqué. C'est vrai que hein. c'est pas facile, c'est vrai, mais en même temps, quand on est face aux géants américains qui mettent des dizaines de milliards de dollars d'investissement dans l'intelligence artificielle, on ne peut pas non plus être suspendu à la dernière élucubration fiscale qui a été inventée hier à l'Assemblée. Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà cité en plateau les propos de Philippe Abion suite à son audition à la Commission des affaires économiques. Il a été atterré par le niveau moyen du débat dans la commission devant laquelle il s'est exprimé. Et donc il faut faire abstraction de cette chose-là. Et c'est là où la Belgique, mais même d'autres pays européens, l'Espagne, hein, vous en avez parlé dans votre introduction, ou l'Italie, le Portugal, sont des pays dans lesquels l'économie progressivement essaye de se décorréler de l'instabilité politique. Sinon, c'est pas possible, on peut pas s'en sortir. Mais alors, ça explique peut-être un peu ce 0,5. Peut-être, j'espère qu'il y a une forme de résilience des chefs d'entreprise qui trouvent toujours des solutions face aux crises, de manière générale. Hein. Roland Gillet. Pour le moment, le déficit actuel 2025, c'est autour de 5,4. Donc, vous voyez, donc on veut aller vers 3,5 et on met des mesures qu'on va peut-être mettre en place. Mais c'est ça, et je trouve que c'est vraiment important. Je ne voulais pas mettre la Belgique en avant quand vous avez rappelé, Agnès, qu'effectivement, à un moment donné, on a fait vraiment des efforts. Mais il avait vraiment fallu que la situation soit atypique en Belgique pour qu'on puisse parler du scénario extérieur en disant on ne peut pas faire ça. Regardez, tous les autres sont quand même dans une situation différente. Pour le moment, le danger pour nous, et au niveau politique clairement, c'est de dire mais enfin, regardez, la France qui est juste à côté de nous, c'est entre guillemets pire, hein, je suis désolé, c'est ce qui est dit, et je crois que les chiffres pour le moment le prouvent. Donc, quand un pays comme la France le fait, et que d'autres comme l'Allemagne pour le moment osent aussi se réendetter, pour d'autres raisons, tout ça est amalgamé par celui qui le dit devant toute une série de gens qui ne sont pas des spécialistes de l'économie, qui les écoutent au journal de 20 heures, et qui ne savent plus très bien si on fait mal pour rien en ne voulant plus s'endetter, si c'est effectivement intelligent, alors qu'on a fait passer pendant le Covid des dépenses bien plus grandes, et que pour le moment, la notation des dettes n'est encore pas alarmante, ni les taux d'intérêt non plus. Donc ça devient difficile d'expliquer quand est-ce qu'on peut comprendre qu'on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens dans une trajectoire qui en plus diverge. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller avant que ça ne soit vraiment inquiétant? Vous êtes gentiment faire mal à la population. C'est ça la question. Vous êtes gentiment en train de nous expliquer qu'on a perdu toute forme de rationalité économique quand même, parce qu'il y a des règles de base. Et ça fait le lien avec le rapport de la Cour des comptes. Oui, c'est ça. Alors, ça fait vraiment parce que parfaite transition. Parce que le titre du rapport est dans les habitudes de la Cour des comptes, hein, qui a, encore une fois, cette pratique de faire des titres chocs. Mais en l'occurrence, c'est bien pour attirer l'attention et c'est bien justifié d'attirer l'attention. Alors moi, quand j'ai vu ce titre hier, je me suis souvenu d'une petite chanson qui date des années 30. Donc ça ne nous rajeunit pas. Donc pour aller la trouver, il faut regarder. Je vous propose de la chanter. Tout va très bien, Madame la Marquise. Je pourrais même vous la chanter. Tout va très bien. Date de 1935. Donc vous mettez ça sur votre moteur de recherche et vous allez tout de suite trouver la chanson. Elle est très courte. Elle dure à peu près 1 minute. Et c'est l'histoire donc d'une marquise qui appelle son majordome pour savoir comment va son château à l'issue de ses 15 jours de vacances. Elle n'est pas encore rentrée. Et son majordome lui dit mais tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien. Votre jument est juste décédée. Ah bon, s'il n'y a que ma jument, ça va, mais pourquoi elle est décédée? Mais en fait, parce que votre écurie a brûlé. Ah bon, mais pourquoi mon écurie a brûlé? Eh bien, parce que le château a brûlé, et donc c'est le château qui a fait brûler l'écurie. Et pourquoi le château a brûlé? Parce que votre mari s'est suicidé. Voilà. Et ça c'est un petit peu l'histoire. Là, je le raconte très vite. C'est évidemment beaucoup plus drôle quand on entend la chanson. On n'a jamais aussi bien résumé un rapport de la Cour des comptes. mais c'est ça la situation. C'est-à-dire que quand on regarde encore une fois, je dirais peut-être l'opinion publique, la majorité de la classe politique, pas toutes, mais la majorité, on est vraiment dans tout va bien, Madame la Marquise, on va regarder juste la jument qui est décédée, alors qu'en réalité, c'est tout le système qui, en fait, est en péril. Alors, on a déjà connu des périodes de crise par le passé, hein, on peut trouver des solutions, mais en tout cas, il y a cette espèce de distorsion totale entre la vérité des chiffres apportés par le rapport de la Cour et les derniers amendements qui sont peut-être passés hier, vous avez peut-être déjà commenté, où on finalement renonce à geler tel indice, on renonce
renonce à tel supplément de... Gel des minima sociaux, gel des retraites, effectivement. On a voté que des hausses de dépenses. On a refusé tout effort supplémentaire en commission des affaires sociales. Et ça ressemble vraiment à la chanson. Et sur le coup de ces boutades, puisque vous dites tout va bien, Madame la Marquise, moi je trouve la différence entre quelqu'un qui jette d'un balcon au 110e étage, au premier étage, juste en dessous, s'il se rattrape, il se casse le bras, un peu plus bas, il a une commotion, après il descend sans problème. Et jusqu'à un étage avant de toucher le sol, il peut encore dire jusqu'ici tout va bien. Mais la différence avec la dette, c'est autre chose. C'est qu'on a trouvé un moyen de repousser le sol. C'est-à-dire, on tombait déjà parce qu'on s'endettait déjà très fort, et puis on a fait du quantitative easing, c'est-à-dire on a placé au niveau des banques centrales, c'est-à-dire chez soi-même, une grosse partie de cette dette, plus de 30%. Et donc on a repoussé le sol, on va encore plus vite, ou tout aussi vite, mais le sol est un peu plus bas. Parce qu'on a utilisé des techniques qui ne sont normalement que dans des cas extraordinaires, alors que les utiliser pour des crises comme le Covid, c'est vrai. Mais regardez, depuis la crise de 2008, on s'est tout doucement habitué à cela. Et c'est quand même des choses qui devraient être utilisées en sachant qu'un jour, on devra les arrêter. Et clairement, pour le moment, si je devais prendre l'image, tout va bien. Ben oui, puisqu'on a repoussé le sol un peu plus bas, puisque ce n'est pas le marché, ce n'est pas des investisseurs traditionnels qui détiennent cette dette, c'est l'État lui-même. Alors, si je peux intervenir là-dessus, parce que donc il y a quand même une séparation entre la politique budgétaire et monétaire, et si la Banque centrale a pris cette décision, la BCE comme la Banque d'Angleterre, la Fed, c'est pour des raisons parce que l'inflation était trop basse. Elle était, rappelez-vous, c'était une époque pendant 10 ans où l'inflation était largement inférieure à l'objectif de 2%. Et donc c'est la raison pour laquelle, puisque les taux d'intérêt étaient arrivés à 0, voire légèrement négatifs. Et parfois négatifs, il n'était plus possible de baisser les taux d'intérêt. Et donc c'est là que les banques centrales se sont mis à faire cet assouplissement quantitatif. Mais on est passé maintenant à... les bilans se réduisent. Donc c'est bien la preuve, alors que les problèmes budgétaires sont toujours là. Les bilans des banques centrales se réduisent mois après mois. Et donc, c'est bien la preuve qu'il y a une séparation entre les deux. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Mais vous savez que parfois, et notamment aux États-Unis aujourd'hui, on se demande si elle est vraiment aussi large qu'on veut bien le dire. Et en période de crise, il y a quand même des corrélations qui apparaissent entre ce que demande la politique budgétaire et ce que fait la Banque centrale pour éviter que la dette ne soit plus soutenable. Enfin, il y a quand même des éléments, moi, que je suis d'accord avec vous sur une partie, mais quand je vois ce qu'on est censé enseigner dans un cours de finance, avant, on disait aussi bien l'État d'ailleurs que les autres acteurs de l'activité économique doivent être solvables. Oui. On a tellement fait de choses aujourd'hui qu'on ne parle plus même de solvabilité chez certains pays, mais de soutenabilité. Et parfois, on peut même se poser la question, dans certaines régions notamment, dans lesquelles je vais aussi en Europe, si cette dette est encore vraiment soutenable. Parce que les efforts font qu'on diverge encore. Et je ne vais pas citer le nom des régions, mais donc il y a quand même eu un changement sur la perception de ce qu'on faisait avant, sans que les banques centrales n'utilisent, et je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, mais des outils qui, dans les crises, donnent des résultats, et le fait qu'on est quand même sous Baxter, aussi au niveau de l'économie, pas uniquement au niveau de l'inflation, et qu'on a eu besoin, pour que certaines dettes publiques puissent encore assurer la politique budgétaire, mais ne coûtent pas trop cher, de faire baisser les taux d'intérêt. Je voudrais qu'on revienne juste une seconde sur cette idée de réduction du bilan des banques centrales. C'est un sujet assez technique. Est-ce que, Agnès, vous pouvez nous expliquer de manière très pédagogique ce que veut dire réduire le bilan d'une banque centrale et quelles conséquences ça a au niveau budgétaire? Alors, donc, lorsque l'inflation était trop basse, la Banque centrale a acheté sur les marchés des actifs à différentes maturités, ce qui a fait pression à la baisse sur les taux d'intérêt, parce que la Banque centrale maîtrise les taux à très très court terme, mais ne maîtrise pas les taux à long terme. Mais par contre, en achetant sur les marchés des titres à plus long terme, elle a pu faire pression à la baisse sur les taux d'intérêt, ce qui a soutenu l'économie et donc soutenu l'inflation, puisqu'à l'époque, c'était le sujet. Après, avec la vague inflationniste, bien évidemment, les taux d'intérêt ont augmenté, les banques centrales ont arrêté cette politique et donc reviennent maintenant à la normale, mois après mois. Et donc, il suffit de ne pas réinvestir les tombées. Donc, quand les obligations qui ont été achetées viennent à maturité, elles sont remboursées et la Banque centrale, tout simplement, s'abstient de racheter des nouveaux titres sur le marché. Enfin, sur les marchés. Est-ce qu'elle cède des titres sur le marché secondaire? Ah non, elle ne cède pas, elle se concentre de ne pas réinvestir. Elle ne pas réinvestir. Et je rappelle que tout ça est fait sur le marché secondaire. La Banque centrale ne va jamais à l'émission. Elle ne peut pas. Elle n'a pas le droit. Donc il n'y a aucune conséquence budgétaire. Voilà, simplement ça fait augmenter du coup les taux quand même. Et donc
budgétairement, pour la dette, ça veut dire des intérêts qui augmentent au fur et à mesure. Et puis, ça a un impact. Donc, en fait, la Banque centrale se sépare de titres qui portaient un intérêt très bas. Et donc, ça améliore les comptes progressivement, les comptes des banques centrales. Et comme l'actionnaire des banques centrales, il faut toujours le rappeler, c'est l'État. Et ça, indirectement, ça enrichit un peu l'État, si on peut appeler cela un enrichissement. Bon, Roland, un dernier mot. Juste pour dire qu'il n'y a jamais de repas gratuit. Quand la Banque centrale a fait ça, les gens qui n'étaient pas la Banque centrale, mais qui détenaient de la dette publique, comme ils obtenaient, sans même parler à certains moments d'un taux réel, c'est-à-dire quand on déduit l'inflation, ils avaient un taux négatif sur leurs obligations. Donc ils perdaient de l'argent. Et en plus, si vous retiriez l'inflation, même aussi faible qu'elle était, ils en perdaient à coup sûr. Et ça, c'est parce que la Banque centrale a acheté à un moment donné de la dette jusqu'à acheter un actif 104 qui a les rentes au bout 103. Par exemple, c'est une obligation à 3 ans, remboursée à 100 et 1% d'intérêt par an. Ça fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 103, le payer 104. Mais ça veut dire que celui qui aussi achetait à ce moment-là, ou avait une obligation, il perdait de l'argent. Comment est-ce que vous voulez que j'explique à des étudiants, à des jeunes, à des retraités, à qui vous voulez, que pour le moment, quand ils te dessaisissent de quelque chose pour le placer, ils obtiennent un rendement qui les appauvrit, non pas sur la rémunération, mais même sur le capital. Donc il y a toujours quelqu'un qui paie. Toujours. Alors, oui, c'était une période où c'était très difficile d'expliquer pourquoi les taux d'intérêt étaient négatifs, mais enfin, voilà. Et je pense qu'une manière de le conceptualiser, c'est de se dire, il y avait des gens qui avaient des caisses de billets dans les bras, et ils étaient obligés de les poser quelque part. Oui. Et en fait, l'État disait, mais venez chez nous. Chez moi, c'est sécurisé. C'est sûr. Et venez, vous pourrez les récupérer. Je veux juste vous faire payer le service de conservation 0,5%. Ouais. Mais vous doutez que c'est quand même un peu difficile par rapport à un cours de finance où on dit on ne le fait que. Et s'il n'y avait pas eu un acteur comme l'État, via sa banque centrale pour faire ça, vous doutez bien que les taux seraient restés positifs. Personne ne se dessaisit de quelque chose pour perdre de l'argent. Et j'ajoute juste un point, quand on dit que les retraités qui détiennent souvent les actifs, et notamment les gens les plus pauvres qui ne sont pas en action, c'est tous ces gens-là qui ont payé sur leur pouvoir d'achat via leur capital qui baissait en pouvoir d'achat.